Je m'appelle Florent Manelli, je suis auteur et illustrateur. Bonjour, je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste et aussi auteur de PD, parce qu'on a des grosses pédales finalement. C'est un collectif qui est né en réaction à un manque d'ouvrages PD collectifs qui racontent nos points de vue avec des voix contemporaines et qui racontent toute une diversité d'existences PD, ce rapport au monde si particulier qui nous est cher et sur lequel on avait envie de s'exprimer. Ce que je trouve aussi intéressant avec l'idée de collectif, c'est qu'on affirme une forme de solidarité qui nous est souvent refusée, comme si plusieurs PD ensemble, ça faisait un grand entre-soi masculiniste. C'est un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver avec la sororité en fait, pareil. On est 8 co-auteurs, on a écrit à 16 mains l'avant-propos et ensuite on a chacun écrit un texte très personnel, souvent à la première personne, mais ils prennent des formes très variées, parfois très poétiques, parfois plus documentaires. En fait, dans ce livre, il y a différents niveaux d'approche d'un point de vue littéraire, parce qu'on est des militants, des artistes, il y a universitaires, des journalistes aussi, donc on a un rapport à l'écriture qui est très différent. Donc des approches aussi de lecture qui n'excluent personne, et puis des sujets qui sont extrêmement variés, qui sont liés à des expériences vécues, des manières de se voir PD, d'être PD au monde, que ce soit au niveau de la classe, du genre, de la race, de toutes les expériences vécues, qu'elles soient négatives comme positives, et toutes les perspectives aussi que l'on ouvre à travers nos textes, puisque c'est pas un texte qui se veut simplement un état de fait, c'est un ouvrage qui ouvre des perspectives collectivement. Mon texte s'appelle Peau noire, masque arc-en-ciel parce que je parle de justement l'enchevêtrement de différentes identités sociales qui peuvent être parfois perçues comme des masques, des carapaces, des boucliers, des alibis aussi. Ce que je peux jamais cacher, c'est ma peau noire, finalement mon identité, ma race sociale. Je suis toujours perçu dans l'espace public comme une personne noire. Et ce qu'on perçoit dans un deuxième temps parfois, c'est ma queerness, dont je suis très fier aussi. Mais c'est aussi une référence à Frantz Fanon, qui est un psychiatre français guadeloupéen, qui a écrit un livre qui s'appelle Peau noire, masque blanc, hyper important sur les conséquences de la colonisation dans les psychés françaises, et pas que françaises d'ailleurs. Et c'est aussi quelque chose que j'évoque dans mon texte, en fait c'est le stress minoritaire qu'on peut ressentir en tant que personne queer et racisée. C'est très lourd. Je parle de masque arc-en-ciel parce que parfois j'ai l'impression que le fait d'être queer peut être perçu dans un espace comme la France comme une protection, ou en tout cas comme si ça me blanchissait, comme si ça faisait de moi quelqu'un de moins noir. C'est à double tranchant en réalité, parfois ça peut m'aider, mais en fait en contexte français on a tendance à s'imaginer que les personnes queer seraient forcément blanches, alors que c'est pas le cas. En fait les personnes racisées peuvent aussi être queer, on n'a pas attendu une quelconque validation pour l'être, et c'est hyper important aussi de s'affirmer dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans l'espace culturel. Moi, dans mon texte, je parle beaucoup de l'impact qu'ont eu des mauvaises représentations de personnages gays dans les films, dans les séries, puis plus tard sur Internet, et de l'impact que ça a eu sur la manière dont je me voyais, dont je m'imaginais potentiellement adulte, c'est-à-dire malade du sida, seul, sans enfant, rejeté, caché ou moqué, ou si j'avais un peu de chance, le meilleur pote d'un groupe de filles pour aller faire du shopping. C'était un peu comme ça, de manière très schématique, que j'imaginais ce que pourrait potentiellement être ma vie. Les narrations ont changé. Le premier film qui m'a fait changer d'avis sur ça, c'est le film sur Harvey Milk, où j'ai découvert que être PD pouvait être un truc grandiose, politique, fédérateur, une quête de soi aussi. Ce film-là a posé une petite graine qui, au début des années 2010, ont commencé aussi à faire germer dans certaines industries comme les séries, des représentations un peu plus sensibles des homos. Je pense au personnage de Maxi dans Skins ou le couple de Blaine et Kurt dans Glee par exemple, mais qui sont des choses que je regardais et qui petit à petit me permettaient de comprendre aussi toute la sensualité qu'il pouvait y avoir dans le fait d'être PD. La seule visibilité ne peut pas tout. Cette hyper visibilité d'ailleurs a un coût, c'est le fameux backlash en fait qu'on ressent et qu'on vit aujourd'hui et qu'on subit. La visibilité seule ne peut pas tout. Si la législation, si la médecine, si toutes nos institutions ne prennent pas le pli et n'avancent pas en même temps que cette visibilité, c'est même hyper dangereux en fait. Moi, de manière assez cliché, je l'ai écrit pour l'adolescent que j'ai été, juste pour faire la paix avec tout ce par quoi j'ai pu passer, tout ce que j'ai traversé, faire la paix aussi avec ma vie, parce que c'est un texte que j'ai écrit qui s'appelle Paris-Perpignan, un trajet de train que j'ai fait peut-être une centaine de fois. Et donc c'est un trajet, un mouvement que je fais de ma ville choisie vers ma ville natale, vers ma vie subie. C'est un peu aussi un texte que j'ai écrit pour faire la paix avec tout ça et pour ouvrir des perspectives sur l'harmonie que je peux trouver entre ces deux vies qui finalement font ce que je suis. J'avais aussi la volonté d'écrire un texte le plus pédagogique possible en fait pour toutes les personnes qui n'y connaissent rien au lutte PD ou qui pensent que justement elles sont terminées, que le plus gros de l'épidémie du VIH/SIDA est derrière nous et que maintenant on a le mariage pour tous et donc on n'aurait plus le droit de se plaindre. En réalité l'homophobie est encore là, elle se reconfigure sans cesse. Elle est là aussi quand on cherche un logement, quand on cherche un travail, quand on est dans l'espace public.
Le mois de la fierté, c'est super au mois de juin, mais en fait, nos luttes, elles durent toute l'année. C'est hyper important aussi de donner de la manière dont on peut. C'est pas forcément monétaire, ça peut être aussi du temps, de l'énergie, des ressources matérielles. Si jamais vous voyez une marque qui sort une collection pour la Pride avec plein de couleurs arc-en-ciel très jolies, c'est très mignon, mais en fait, vérifiez si elle est bien associée à une asso de défense des droits des personnes LGBT+, parce qu'en fait, ça se trouve, c'est pas toujours le cas. Une partie des bénéfices, c'est cool, mais en fait, s'il y a un don fixe, minimum, également, c'est hyper important, en fait. Sinon, c'est juste du pinkwashing. Il y a la possibilité de soutenir des assos, il y en a un tas qui font un travail incroyable, de travail communautaire auprès des travailleurs, travailleuses du sexe, auprès des personnes trans, des personnes exilées. Il y a un tas d'assos à soutenir si on peut financièrement, faire le relais aussi de leurs publications, de leurs pétitions et de tout ce que ces structures proposent. Bien de checker concrètement ce qui se passe dans la boîte, parce que c'est pas tout de mettre de l'arc-en-ciel sur un logo. Il faut aussi regarder ce qui se passe en interne. Quand des actions sont menées, savoir est-ce qu'il y a des choses qui sont reversées à une asso et si oui, quel pourcentage. Quand on est une personne LGBT+, on est surexposé au risque de développer des problèmes d'anxiété, de dépression, des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc ça passe aussi par le soin et c'est hyper important de se soutenir à ce niveau-là aussi. Bisous Nylon. Bisous Nylon.